Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Dans une correspondance au président de l'APCAM, l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, en rapport avec la prise en charge de la pandémie Covid-19, attire l'attention des membres pour le règlement des capitaux d'essai contenus dans la police d'assurance. Pour l'association, le Covid-19 ayant été déclaré pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, la prise en charge relève de la prérogative exclusive de l'État. Il prend ainsi toutes les mesures propres à un cas de force majeure absolu, quelles que soient les garanties prévues dans les contrats d'assurance. L'association demande par ailleurs à ses membres que la garantie d'essai n'est pas acquise pour les sinistres dus au Covid-19. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, c'est le fait du jour. C'est lié au Covid-19. L'assurance se désengage. Pour en parler, je suis en plateau à Douala avec Jonathan Batenguele. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont fidèles à ce magnifique programme. Voilà, bienvenue Jonathan Batenguele. Vous êtes sur ce plateau ce soir en tant que sociologue. Comprendre les phénomènes sociaux. Vous allez analyser. Tout à fait. Voilà, bienvenue en face de vous, Alain Djipo. Bonsoir Alain. Bonsoir, cher Alain Otou. Je suis très ému pratiquement aux larmes parce que vous allez me permettre de rendre un vibrant hommage à un ami, un camarade de promotion, Simon Meyanga, qui a passé l'arme à gauche depuis hier, de suite d'une courte maladie, dont je lui dédie spécialement cette émission. Et je voudrais aussi saluer toute sa famille, que ce soit biologique ou bien professionnelle, si durement éprouvée. Donc, quand j'ai fini de rendre cet hommage, je voudrais également saluer tous les autres camarades de la 31e promotion de la filière journalisme de l'École supérieure des sciences techniques, de l'information et de la communication estique, à qui je fais un coucou. Et singulièrement à tous ceux qui sont aussi astreints à la rude épreuve du jeûne du mois de Ramadan. Je leur dis bon courage et bon vent. Voilà, vous avez planté à votre manière le décor, hein, Alain Djipo. C'est un privilège que vous m'avez accordé. Voilà. Vous êtes un habitué de ce plateau. Ouais. Voilà. Les assureurs qui rappellent un certain nombre de choses. Que pour ce qui est des décès liés à cette pandémie, l'État s'en charge. Oui, il y a une sortie épistolaire de l'association des sociétés d'assurance du Cameroun, ASAC, qui vient comme pour siffler la fin du remous qu'on a enregistré dans le secteur des assurances au Cameroun, notamment avec cette autre précédente sortie de la Fondation camerounaise des consommateurs, qui a été saisie à travers des plaintes des assurés, des souscripteurs, qui justement plaintes faisant état de ce que les remboursements, les prises en charge ne sont pas effectifs dans le cadre, n'est-ce pas, de l'épidémie, la pandémie Covid-19. Et une fois saisie, donc, la FOCAO est montée au créneau pour interpeller les responsables des sociétés d'assurance afin de comprendre le fin mot de l'affaire. D'où justement la sortie épistolaire du président de la SAC, M. Moulon, qui explique que selon les usages, dès lors qu'une maladie est déclarée par l'OMS pandémie, alors l'exclusivité de la prise en charge revient à l'État. Et je ne sais pas si cette posture est suffisante pour calmer les esprits échaudés. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il semble s'appuyer sur
un cadre bien précis qui est défini par le Code général des marchés des assurances. Et donc voilà en réalité ce pourquoi aujourd'hui assureurs et souscripteurs ne semblent plus filer le parfait amour. Parce que beaucoup de malades de Covid-19 se plaignent de ce qu'ils ne sont pas pris en charge en matière de soins. Et quand il y a même décès, il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de réparation d'une manière ou d'une autre du sinistre. Et ce qui n'est pas de leur goût, eux qui ont souscrit pour tout risque, pour toute maladie, ils n'arrivent pas à comprendre comment du jour au lendemain, les sociétés d'assurance singulièrement, parce qu'en fait j'ai le sentiment que ce n'est pas toutes ces sociétés d'assurance qui refusent, n'est-ce pas, de satisfaire à leurs engagements. Le problème est parti aussi de ce que les réassureurs, eux, n'ont validé aucun dossier ayant trait au Covid-19. Et par voie de conséquence, les assureurs également sont engouffrés dans cette brèche ouverte par les réassureurs pour faire cordon dans une position commune qui est celle de ne pas s'occuper des victimes de Covid-19 qui ont bel et bien souscrit de manière formelle. Ok, Jonathan Batinguiré, on a comme l'impression qu'il se pose une fois de plus un problème de communication. Est-ce que le souscripteur est bien informé sur ce qui peut être pris en charge ou pas? En fait, les souscripteurs sont normalement informés quand il s'agit de l'assurance. Sauf que dans notre contexte, l'information se limite à une communication, je vais dire, ça reste simplement de l'information. On vous informe que voilà, le contrat d'assurance se passe comme ça. Ce que les souscripteurs auraient dû faire, parfois quand ils vont signer des contrats d'assurance, c'est de s'entourer de l'expertise d'un spécialiste dans le domaine. Pourquoi? Parce que l'assurance décès est liée à des garanties complémentaires. Vous avez les garanties comme l'invalidité, l'incapacité ou bien un décès accidentel. Or, justement, le coronavirus reconnaît pas un accident de travail. Donc, ça ne peut pas être couvert par cette assurance. Du moins, c'est l'argument que jusqu'à présent, les assureurs, de par le monde, ce n'est pas seulement un problème au Cameroun, de par le monde, c'est un réel problème. Les assureurs n'arrivent pas à définir le coronavirus comme un accident. Et puisque ça ne relève pas de ces caractéristiques-là, les assureurs se disent une chose. Puisqu'il y a le fait que l'OMS ait reconnu le coronavirus comme une pandémie, ça veut dire qu'ils peuvent mobiliser le cas de force majeure, qui est une option dans le contrat. Or, le cas de force majeure est tel que maintenant, ce n'est plus de la responsabilité de l'assurance. Mais puisqu'il s'agit de cas sur lesquels il faut prendre des décisions, les assureurs sont en train de remonter le problème à un autre niveau. Mais ça montre un autre problème au-delà de la communication. Ça montre que dans le système financier, la BEAC et la BDEAC, parce que là, ça va faire intervenir les mécanismes communs. On ne va plus seulement parler de l'État du Cameroun. Oui. La BEAC et la BDEAC auraient dû déjà anticiper sur le fait que ces cas se présentant ailleurs, il y ait un mécanisme ici, dans la CEMAC, qui nous permette de répondre à ce genre de situation. Donc le mécanisme est plus profond, mais c'est quand même curieux parce que le ministre des Finances a rencontré les autres ministres des Finances à l'occasion d'une réunion le 28 mars dernier, où ils ont échangé sur les principales questions qui étaient liées à la question du coronavirus. Et il faut bien savoir que le 20 mars déjà, la PCAM avait déjà écrit à la BEAC pour lui demander de lui apporter un soutien en matière de liquidité pour résoudre ce genre de problème. En fait, un ensemble de problèmes liés aux créances que les banques qui avaient souscrit rencontraient, et même certaines autres entreprises. Donc, si la BEAC n'a pas pu prendre une décision qui pouvait permettre de prévenir cette situation, on se retrouve donc avec un problème qui se retrouve en interne. Maintenant, on ne peut pas dédommager la position de l'État du Cameroun. Parce que l'État, dans le mécanisme de sa souveraineté, peut prendre sur lui, comme ça se fait en France, de définir clairement ce que c'est que le coronavirus au Cameroun. Est-ce une maladie du travail? La France a reconnu le coronavirus comme une maladie du travail depuis le 17 mars. Quand on engageait le confinement, eux, ils ont reconnu le coronavirus comme une maladie du travail.
Et il y a des mécanismes assurantiels qui permettent de prendre en charge les malades du coronavirus là-bas, lorsque ces derniers respectent un certain nombre de conditions, parce que là-bas, légalement, ils ont reconnu. L'État du Cameroun devrait maintenant avoir une autre réflexion là-dessus. Le coronavirus, est-ce une maladie du travail? Le coronavirus, quand quelqu'un en décède, comment considérer ça sur le plan légal? Parce qu'il y a un flou là qui ne permet pas à ces familles qui demandent réparation. Et vous savez que les assureurs, les assurés payent leurs primes avant leur prime de contrat. Et ça les met dans une situation où ils ont cotisé, mais à la fin, est-ce qu'ils vont rentrer dans leurs droits en matière de remboursement de leur capital? Si ce n'est pas le cas, l'État du Cameroun devrait trouver une solution. Le problème est très profond. Ça va faire intervenir plusieurs maillons dans la chaîne. Il y a la B2AC, il y a la BEAC, il y a le MINFI et il y a bien sûr les assurances qui sont engagées, que ce soit au Cameroun ou à l'international. Voilà, Alain Djipo, ils disent clairement que c'est un problème, c'est l'État. On renvoie tout sur le dos de l'État. Oui, je pense que... Cette association-ci. Je pense que la SAC est fondée de renvoyer comme ça la patate chaude sur le pauvre et frêle dos, n'est-ce pas, de l'État. Du moment où il s'agit d'une épidémie qui transcende le cadre national, d'où l'appellation pandémie. Oui. Donc, il revient donc à l'État de prendre toutes ses responsabilités. Et je ne suis donc pas si surpris que ça, que l'État ait décidé de prendre en charge tous les frais inhérents au traitement des personnes atteintes de Covid-19. Il me semble que pour l'instant, s'il y a quelques exceptions, ça et là, la prise en charge, elle est gratuite. Je crois qu'on est entré dans ce registre-là. Bon, maintenant, ceux qui ont des souscriptions bien précises avec... enfin, souscription signifie des accords formels entre un assureur et l'assuré. Et maintenant, qu'est-ce que ce contrat-là devient? Est-ce que ce contrat-là doit tomber sous le coup de la caducité parce que c'est un événement qui ne relève pas des prérogatives de la SAC? Voilà la grande question. Or, pour un certain nombre de souscripteurs, pour un certain nombre d'usagers, pour un certain nombre de Camerounais, il semblerait que la SAC est taxée d'avoir voulu faire dans l'escroquerie. Parce que pour ces derniers, ils ne comprennent pas toujours comment ça se fait qu'au départ, on est d'accord sur assurance, tout risque, et que par une entourloupe, on invente maintenant une autre disposition. On dit non. En fait, c'est parce que c'est une pandémie reconnue par l'OMS que la prise en charge devient maintenant à l'État. Donc, il faut effectivement, vous avez bien fait de noter qu'il y a un problème de communication, il y a un problème de maîtrise même des textes, parce que le marché des assurances, c'est un secteur assez complexe. Mais moi, je pense que de ce côté-là, on n'a pas vu également venir le Covid-19 avec ses avatars, avec ses conséquences. Parce qu'on aurait dû anticiper en faisant même des communications plus agressives, plus proactives, dans l'optique, n'est-ce pas, d'éclairer la lanterne de tous les assurés. Parce qu'aujourd'hui, il va être complètement... Moi, je parie qu'il va être difficile pour la SAC de battre en brèche la plainte, la stigmatisation qui lui colle dessus, à savoir que elle se passe pour un conglomérat d'escrocs. En l'occurrence, pour ce qui concerne ces malades et même des personnes décédées du Covid-19, dont les familles ne peuvent pas, les ayants droit ne peuvent plus aspirer à recevoir un moindre copec après la disparition d'un ou de plusieurs proches. Donc voilà le fond du débat. Vous avez bel et bien eu raison d'insister sur l'aspect communicationnel parce que effectivement on a noté que aussi bien même les souscripteurs que eux-mêmes les professionnels, j'ai le sentiment que les deux parties n'arrivent pas à s'accorder le violon. Voilà pourquoi on remet tout sur le dos de l'État. Tout à fait. Mais l'État ici a essentiellement un jeu régulateur qu'il aurait dû apporter. Mais ce jeu régulateur, ici dans ce cas-ci, peut aussi aller avec ce qu'on appelle les mesures de
compensation. Voilà. L'État pouvait dire, comme ça se fait ces dans cas, certains pays. Effectivement, il y a des pays où l'État a déboursé de l'argent pour un ensemble de mécanismes assurantiels qui vont permettre à ce que les entreprises qui seront en faillite soient tout à fait accompagnées dans leur fonds d'exploitation. Mais maintenant, dans le cas de ces victimes-là, il y a surtout un calcul que l'État ou bien ceux qui sont actuellement en train de travailler dessus doivent prendre en considération. C'est la probabilité que le nombre de morts du de la COVID-19 atteigne un seuil critique où les remboursements deviennent tout à fait impossibles pour l'État. Donc, il y a ce calcul que l'État fait et qui fait peut-être que l'État se dit, si on prend sur nous de rembourser totalement, à un moment, ça sera presque impossible. À ce niveau, donc, il faut trouver la juste équation. C'est pourquoi ça doit être ça doit être partagé entre les différents acteurs. Oui. Les sociétés d'assurance, la Banque centrale, c'est-à-dire la BEAC, la BDAC et l'État du Cameroun, ensemble définissent quelles sont les parts que chacun va apporter pour couvrir même la CIMA. Tout à fait. On peut aller sur ce mécanisme-là. Mais maintenant, il peut arriver que pour des raisons parce que même l'État n'est pas sûr que la COVID-19 va finir demain. Donc, puisqu'il y a une incertitude totale sur le phénomène, l'État ne peut pas prendre une certaine proportion pour couvrir ces sinistres-là. Il faut que l'État trouve la meilleure équation. C'est en fait ce dans quoi on pourrait se trouver un juste compromis entre les différents acteurs, tout en tenant compte de ce que les autres partenaires, c'est-à-dire la BDAC et la BEAC, passent sur les mécanismes de fonctionnement normal de ces institutions, parce qu'ils ne se réunissent pas tous les jours. Ils vont se réunir suivant un plan qu'ils vont définir. C'est parfois un peu lourd de réunir tous les acteurs de la BEAC, même dans des situations d'urgence. L'État peut se dire, en attendant ces autres, voilà la prime minimale, voilà en fait le capital minimal que nous pouvons accorder à chacun. Ça peut venir sous forme de rente, et on dit la rente c'est le versement mensuel, donc oui. Ça peut venir sous forme de rente, ou bien un capital que l'État peut verser en deux parts. Un taux forfaitaire. Tout à fait, et dire voilà ce que nous nous engageons à faire pour ceux qui ont souscrit à une assurance. Et en termes de pourcentage, parce que si on dit un taux forfaitaire, la prime n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des gens qui souscrivent pour des primes assez importantes. Donc, si vous allez sur un taux forfaitaire, justement, vous allez avoir beaucoup de mécontentement. Voilà, nous allons donc prendre tout de suite la direction de Ferrara en Italie, où nous attend Isaac Ndi Colom. Bonsoir Isaac, vous êtes à Ferrara en Italie, vous êtes intermédiaire en assurance et fiscaliste, c'est bien cela? Oui, je vous remercie de le dire. Et je remercie pour la division Equinox. Vous faites un travail avec le Fora et quand l'opportunité par ce genre de thématique et c'est normal. Voilà, on espère que la qualité sera meilleure dans un instant. Vous me dites que dans cette sortie des assureurs, ils ont quelque part raison pour vous, parce que vous n'assurez pas les risques de pandémie. Oui, alors je dirais que les assureurs sont désengagés. Ont un engagement pas plus respecté. Moi, je dirais plus que l'État camerounais a... Voilà, on va revenir le temps pour nos techniciens de remettre les choses en ordre. Lui, pense que quelque part, contrairement à ce que vous dites, que les assureurs, ils ont quelque part raison, parce qu'ils n'assurent pas les risques par rapport aux pandémies. Bon, moi, je n'ai pas à prendre position. Oui. J'essaie juste de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce secteur en tant que journaliste observateur. Pour dire qu'en réalité, ça va être très difficile pour l'ensemble des sociétés d'assurance de convaincre leurs souscripteurs. Vous parlez, vous êtes là
pour le cas du Cameroun. Oui, effectivement. Parce qu'ailleurs, en France... cette question-là est réglée ailleurs. Oui, Et puis, quand je parle des marchés, des sociétés d'assurance, ce n'est pas toutes qui refusent de prendre en charge les sinistres liés à la pandémie Covid-19. Il y a en face non loin d'ici, il y a une société d'assurance qui a aménagé un peu son cadre réglementaire pour permettre à ceux qui ont souscrit de bénéficier d'une certaine prise en charge dans ce cadre-là bien précis. Donc je crois que tout est dans la démarche, tout est dans l'explication, tout est dans la pédagogie, parce qu'en réalité, personne, surtout pas le marché des assurances au Cameroun, n'a vu venir véritablement cette guerre sanitaire que nous impose le Covid-19 depuis le début du mois de mars. Oui. Et donc, tout le monde essaie de s'adapter, de s'ajuster au mieux pour rattraper un tout petit peu les pendules. Donc, pour me résumer, la SAC s'appuie sur des dispositions qui sont à la fois internationales et nationales. Oui. Pour se désengager. Alain Djipo, vous avez dit qu'il y a des assureurs qui acceptent. Pourquoi ce deux poids, deux mesures, on va le dire comme ça? Bon, vous savez, certains y vont, d'autres hésitent, ou bien n'y vont même pas du tout. On est aussi dans l'univers de la communication, du marketing, de la concurrence. Oui. Et donc, je ne pense pas que si une société lambda décide quand même d'aménager un espace pour gérer un tout petit peu les victimes du Covid-19, cela déplairait à d'autres sociétés. Je crois que chaque entreprise a son mode de fonctionnement interne. Et maintenant, en fonction même de ce mode de fonctionnement, on essaye de revendiquer son statut d'entreprise citoyenne. Je crois qu'il y a, entre autres, ces arguments-là qui peuvent être mis en exergue pour justifier le fait qu'une société d'assurance lambda prenne en charge les victimes de Covid, alors que sa concurrente immédiate n'en fait pas du tout cas, s'appuyant plutôt sur des clauses qui sont d'ordre réglementaire, à savoir que dès lors qu'une situation est recouverte du sceau de pandémie, alors toute la responsabilité appartient à l'État du Cameroun, qui lui n'a pas fui devant ses responsabilités. Dans mon propos liminaire tout à l'heure, j'indiquais que les pouvoirs publics ont pris en charge tout l'ensemble des traitements liés à la Covid-19 ici au Cameroun. Et donc, si, pour rejoindre mon ami Jonathan, s'il faut maintenant que l'État lui-même songe à indemniser, parce que c'est de ça qu'il est question, indemniser toutes les victimes, les décès, et pour ceux qui avaient souscrit, ça va être une réflexion qu'il faudra patiemment mener. Moi, je ne veux pas me prononcer là, n'ayant pas tous les outils techniques pour pouvoir expliquer quels sont les arguments qui peuvent peser en faveur de l'un ou de l'autre posture, de l'une ou de l'autre posture. Voilà, Jonathan Batengene, sur cette pandémie, est-ce qu'on peut la ranger dans le registre de catastrophes naturelles, par exemple? Jusqu'à présent, c'est le raisonnement des assurances. Et voilà. C'est international. Partout, ils disent... C'est comme une catastrophe naturelle. Ils disent que c'est une catastrophe naturelle. Ils disent que c'est une pandémie. Oui. Ils disent qu'il n'y a rien dans leur code qui leur permette de définir comment est-ce qu'on couvre une pandémie. Donc, en termes de garantie, pour une assurance, ce n'est pas quelque chose de fiable. D'abord, les pandémies ne viennent pas tous les ans. La périodicité de pandémie n'est pas mathématisable. Oui. Donc, c'est des événements non probabilisables. C'est quelque chose de très aléatoire. Oui. Alors, sur ce plan-là, ils ne peuvent pas en faire un élément tout à fait tangible. Ils ne peuvent pas se projeter de manière... Tout à fait, pour dire voilà un produit d'assurance que nous allons mettre à la disposition du consommateur. Toutefois, il y a un problème de fond. C'est que les sociétés d'assurance sont en train de se dire nous pouvons travailler si et seulement si les régulateurs, et le plus grand régulateur, c'est l'État. Si les régulateurs nous apportent le cadre qui va avec. Et ce cadre-là, malheureusement, c'est l'État qui le conçoit. Ce n'est pas que dire que l'État est en faillite,
Mais c'est dire que maintenant, l'État doit mettre sur pied ces technologies de gouvernement. Parce que chaque État dispose de ce réservoir stratégique pour lui permettre de proposer des réponses adaptées à un certain type de problème. Absolument. Actuellement, nous avons un problème. C'est bien déjà quand vous relevez, ça Alain Djipo a dit quelque chose, il y a actuellement des compagnies qui sont en train de construire quelque chose. Cette ingénierie sociale-là, ça marche, c'est une ingénierie économique qui marche. Mais maintenant, il y a un principe d'ajustement. Comment ajuster cela sur l'ensemble du marché? Pour que ça ne soit plus un service au cas par cas, que ce soit un service généralisé pour l'ensemble des consommateurs. Parce que quoi qu'on dise, l'assurance a un volet qu'on ne peut pas mettre au même niveau que les économies compétitives de type la vente de tomates, de pain, sans dire que ces choses ne soient pas c'est un marché complexe. C'est beaucoup plus complexe. Et particulièrement l'assurance décès, c'est encore très sensible. Ouais. Ce qu'on vend, c'est la garantie que les ayants droit après le décès d'un individu vont avoir, sous certaines conditions, vont avoir un capital ou une rente. Donc, c'est plus complexe. On ne peut pas, sur ce point-là, dire qu'il faut un ajustement sur la base de la compétition. Non. Il faut que ce soit des règles communes, que tout le monde aille dessus, parce que le marché de la vie, c'est très, très complexe. On ne peut pas jouer avec le marché de la vie. C'est l'État qui doit ici agir pour amener des comportements qui soient tout à fait transparents. La régulation. Oui, tout à fait, pour tout le monde. C'est très complexe et on ne peut pas laisser ça à la merci des individus. Voilà, Alain Djipo, justement, vous parlez de certains assureurs qui se sont adaptés. Est-ce que ce n'est pas... On a dit on ne peut pas prévoir ça, une pandémie, c'est arrivé. Est-ce que ce n'est pas, comme vous l'avez dit, mauvais jeu avec les souscripteurs? À première vue, il faut à tout prix faire quelque chose pour ces souscripteurs-là. Que de les abandonner comme ça, les renvoyer auprès de l'État. Et c'est pour ça que nous sommes en train de plaider pour qu'une réflexion vraiment approfondie sur ces questions-là soit ouverte, si ce n'est pas déjà élaboré, si ce n'est pas dans le pipe. Donc moi, j'estime donc que c'est à travers une réflexion profonde qu'on peut trouver un terrain d'entente. Parce que, comme on le dit, il semble que les textes qui organisent cette activité de marché des assurances n'intègrent pas les catastrophes naturelles. On l'a dit, Jonathan l'a relevé si bien. Et la pandémie Covid-19... Pas qu'ils ne les intègrent pas, parce qu'il y a effectivement une clause qui dit que voilà les événements qui ne sont pas couverts, qui ne sont pas des garanties de l'assurance. On dit les guerres, catastrophes naturelles, donc tout ce qui est très aléatoire là, disent on n'est pas... Donc la pandémie Covid-19 est donc dans le champ des sinistres qui ne nécessitent pas une certaine indemnisation après coup. Et cette on va dire quoi, cette façon de faire n'est pas une nouveauté, parce qu'en réalité, c'est le cadre réglementaire, c'est le vide, si on va appeler ça le vide juridique, qui est la base du problème. Oui. C'est selon ça, c'est la posture même des professionnels des assurances, parce qu'ils disent qu'il n'y a aucun texte, il n'y a aucune loi, il n'y a aucune réglementation, il n'y a aucune clause sur laquelle ils peuvent s'asseoir pour engager telle ou telle prise en charge, tel type de prise en charge. Pour ceux qui le font, vous l'avez dit. Et ceux qui le font, ils ont tout simplement... Ils s'appuient sur quoi? Ils se sont ajustés à la guerre sanitaire pour montrer à la face du monde que au-delà des questions du juridisme dans ce secteur, il y a quand même une certaine citoyenneté dont il va falloir faire montre. Voilà. Il y a une certaine forme d'humanisme. Aujourd'hui, aucune initiative n'est de trop quand il s'agit de sauver des vies humaines. Et je crois que ceux-là ne sont pas simplement pour le lucre, ne sont pas seulement des professionnels du mercantilisme qui veulent à tout prix gagner des parts des marchés et gagner beaucoup de pécule, enregistrer beaucoup de pécule, mais ils se soucient également des charges. Surtout que cette affaire de Covid-19, quand elle est arrivée au Cameroun,
franchement, c'était la psychose. Même maintenant, ce n'est pas cette passé, tension-là n'est pas encore complètement baissée, malgré toutes les mesures qu'on a prises pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être dans notre pays. Donc, c'est un travail de réflexion qu'il faut véritablement mener avec les professionnels du marché des assurances, avec même les associations de consommateurs qui ont ouvert pratiquement le feu sur les entreprises d'assurance pour dénoncer justement qui se deux poids deux mesures. Ici, on indemnise, là-bas, on n'indemnise pas. Donc, ce n'était pas du goût des consommateurs qui sont montés au créneau et ont saisi les instances de régulation. Le ministre des Finances, qui est l'argentier national, a été mis au courant de cette situation. Je crois que tout le gouvernement est informé et je crois que le président de la République également est au courant de cette situation. Donc, nous, on attend simplement de voir quel est donc le type de réponse que les pouvoirs publics vont apporter à ce problème et qui est en train de faire des gorges chaudes. Ok. Jonathan Batengene, est-ce que c'est pour autant qu'on devrait taper sur les doigts de ces entreprises-là qui n'indemnisent pas parce qu'elles ne s'appuient, disent qu'il n'y a pas de texte véritablement sur lequel on peut s'appuyer pour ce qui est des pandémies? Non, on ne peut pas... On va dire qu'ils ne font pas preuve d'humanisme, parce qu'il y a l'humanisme et le mutualisme en assurance. Si on doit rester sur les principes humanistes, en eux-mêmes, généraux, ces sociétés vont dire qu'elles préfèrent s'en tenir à la loi. Voilà. Le fondement même de l'humanisme. On ne devrait pas leur faire un procès? Non, on ne peut pas leur faire un procès en inhumanisme. C'est pas possible. C'est pas gentil ce qui se passe du point de vue social, c'est pas gentil. Mais c'est un marché qui est réglementé. Il faut bien que les assurés se rendent compte que nous sommes là sur un segment qui est très sensible. C'est le marché de la vie, c'est l'assurance vie, c'est très très sensible. Et sur ce type de marché, il faut une régulation pointue. Maintenant, ce que les assurés apportent, c'est un problème qui doit aussi être résolu. C'est-à-dire, il ne faut pas aussi dire parce que les assurances ne sont pas... Les assurances doivent proposer, parce que les assureurs allaient faire une lettre comme ça au ministère, où ils disent au ministère, voilà, il faut qu'au sein de votre... vous nous donniez soit un fonds, soit vous trouvez un moyen pour que la BEAC nous soutienne. C'est bien. Maintenant, les assurances elles-mêmes peuvent proposer des voies de réflexion. Et le ministre des Finances va voir, en fonction de ces voies de réflexion-là, comment on peut aller vers une solution. Parce qu'il faut bien que ces personnes soient indemnisées. Il faut que ces personnes puissent rentrer dans leurs droits. C'est même vital pour la survie du maigre marché de l'assurance au Cameroun. Vous savez que, Serge Alain, le marché de l'assurance vie est le marché qui est adossé sur les services bancaires. Lorsque vous prenez du crédit, vous souscrivez à une assurance vie. Et ça, c'est un marché qui est très, très, très important. C'est vital pour le marché bancaire. Le Cameroun, et tout à l'heure, M. Alain Dippo, vous avez dit quelque chose de très, très important. Le Cameroun a beaucoup connu un problème qu'on a appelé l'ANAC à assurance. Pendant longtemps. Tout comme il y a eu l'ANAC à établissement de microfinance. L'ANAC à assurance a existé au Cameroun. Ça a été un gros problème qui a contribué pour beaucoup à décrédibiliser l'assurance auprès des souscripteurs. Si on se retrouve avec un nouveau phénomène du genre, avec les personnes qui ont la capacité encore de s'assurer, ça peut poser un autre problème. Notre marché bancaire ne dépasse pas aujourd'hui 35%. Quand je parle de 35%, c'est le taux de bancarisation global du Cameroun, y compris les Orange et MTN Money, c'est-à-dire le mobile banking. Mais quand vous revenez au marché bancaire typique, c'est 12%. Quand vous allez dans le marché d'assurance, 5% de la population active, du moins capable de se payer une assurance. Vous voyez que c'est un marché qui est maigre. Il est important pour la croissance de ce marché que de tels problèmes ne viennent pas saper la confiance. Or, le système financier repose essentiellement avec comme variable sociale la confiance. Si vous sapez la confiance sur le marché financier, eh bien, le taux commence à s'effriter puis s'effondrer tout naturellement. Voilà. En France, Alain Dippo, on parle d'un fonds d'indemnisation géré par l'État.
avec des contributions. Les assurés contribuent tout le temps. Ils payent une prime catastrophe dans tous les contrats. Est-ce que c'est ça qui permet à la France, à ces pays-là, de gérer de manière aisée ce genre de pandémie? Bien évidemment, on ne peut pas... Ce qui manque chez nous? On ne peut pas inventer l'eau chaude en pareille circonstance. Oui. Et nous sommes toujours tentés de singer, de copier ce qui vient de chez nos ancêtres les Gaulois. Si pour une fois, il y a matière à explorer, moi je ne trouve aucun inconvénient à ce qu'on y aille. Et donc, je crois que le cas typique de la France doit nous parler. C'est vrai que nous n'avons pas les mêmes configurations économiques, les mêmes contraintes budgétaires, le même niveau de développement, le même niveau d'indice de développement humain. La France est un pays développé, nous sommes un pays en voie de développement, il y a des écarts. On ne peut pas faire une certaine comparaison entre la France et nous, mais nous pouvons nous mettre dans la peau de quelqu'un qui veut apprendre de l'autre pour améliorer son avenir, pour améliorer sa condition. Et donc, modestement, je pense que on peut s'inscrire à l'école française pour apprendre les bonnes pratiques afin de les adapter dans notre environnement. Parce que le tout n'est pas aller faire du copier-coller et de ne pas tenir compte de la réalité de nos terrains. Il faut donc penser à tropicaliser ce qu'on va prendre en Occident. Donc, je serais très heureux si dès demain, j'apprenais par les voies indiquées, les voies de la presse, qu'il y a des mesures qui sont prises dans ce sens pour rattraper un tout petit peu et siffler la fin de la petite récréation dans ce marché qui est véritablement, et je suis d'accord avec Jonathan, qui est un domaine en friche dans ce pays. C'est pas parce que les marges sont tellement maigres qu'on peut penser qu'il n'y a pas lieu, il n'y a pas d'opportunité dans ce secteur. Et puis il y a même une culture de souscription qui manque véritablement dans notre espace sociétal ici au Cameroun. Et donc je crois que c'est un travail d'éducation, c'est un travail de pédagogie. Et puis un plateau comme celui-ci, ça permet également d'éduquer et d'inspirer le citoyen lambda afin qu'il se rapproche d'une compagnie d'assurance pour s'informer des modalités de souscription, parce que même si on n'a pas une activité génératrice de revenus, je crois qu'il y a des espaces qu'on aménage pour ce type de citoyen concerné, mais qui est intéressé par sa survie, puisque c'est le cas maintenant. Il faudrait qu'après la période post-Covid-19, qu'on retrouve un nouvel état du Cameroun, qu'on retrouve un nouveau Cameroun, bâti sur des fondements solides, où il n'y a pas que de vide juridique ici et là, ou bien qu'il n'y a pas où il n'y aurait pas de roue. Vous allez me permettre de rêver en pleine nuit. Mais je dis quand même que on devrait pouvoir transformer cette situation de crise sanitaire en une opportunité. Et ça me fait penser à nos amis du RDPC qui parlent souvent de gouvernance, d'opportunités, de machin. Donc bref, je pense que c'est le bon côté de la chose qu'on peut mettre à l'actif du Covid-19. Il dit que elle vient pour qu'on réaménage un certain nombre de choses, qu'on réajuste nos comportements. Vous saviez, on avait perdu depuis un certain temps les bonnes pratiques. Se laver les mains, c'était devenu une chose très rare. Maintenant, tout le monde est à la page, pratiquement. Oui. Donc, je pense qu'en sortant, je l'espère qu'on va y sortir bientôt, de l'épisode fâcheux du Covid-19, on en sortira plus gagnant en ce sens que les fondements de notre société seront bâtis sur l'Europe à ce moment. Voilà, on va repartir en Italie où nous attend Joseph Isaac Ndi Colom, intermédiaire en assurance et fiscaliste. Vous disiez en début de votre première intervention que ces sociétés, ces assureurs ont quelque part raison de rappeler ce qui est contenu dans leur courrier. Oui, allez-y. Ok, alors j'essaie de dire au départ que je ne parlerai pas de désengagement des assureurs, mais je parlerai plutôt de la méfiance des assureurs. Méfiance. Parce que
dans une situation comme celle-là d'émergence d'une pandémie, il faudrait une action d'État combinée à une action des assureurs. Je vais un peu rentrer en arrière pour vous dire que nous avons eu ce même problème avec le cas du sida, et que les assureurs ne sont pas à assurer un risque de pandémie. Et il n'est pas dans les conditions des assureurs d'assurer un risque de pandémie. Et l'État prend entièrement en charge les soins qui sont liés à le discours qui est aujourd'hui avec le cas de Covid. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que nous avons souvent assisté à des campagnes électorales, à des promesses très dernièrement, santé universelle, un slogan par le politique camerounais de santé universelle, santé pour tous, mais on ne sait pas exactement où est passé ce programme. Jusqu'à présent, on se demande de quoi est fait ce programme. Pourquoi faudrait-il donc faire la chasse aux sorcières et mettre les assureurs devant comme si c'était eux qui se désengageaient en réalité, alors que c'est l'État qui a une grande responsabilité dans cette chose. Alors, moi, je pourrais plutôt dire que, en termes d'image, les assureurs ont eu une image qui a été écornée ces derniers temps avec, mon collègue l'a souligné tantôt, avec le problème d'escroquerie d'assurance et tout. Il devrait plutôt maintenant pour réinventer, pour recréer une image et en fait interpeller les Camerounais à pouvoir se lier davantage à des assurances, parce que nous savons que le taux de pénétration quand même des assurances au Cameroun reste très faible. Il est autour de 1% en 2008, si je ne me trompe pas. Donc c'est un taux carrément insignifiant. Nous sommes à 200 milliards de francs CFA de revenus des assurances. C'est très peu. Donc je pense que les assureurs, dans cette période, ils devraient plutôt saisir cette occasion aller vers le public, pour aller vers les Camerounais, leur assurer. On a d'ailleurs eu le même cas en France, lorsque la France a eu des situations de catastrophes naturelles d'environnement. Je pense que c'est des inondations. Les assureurs sont descendus au terrain, ils ont pu mettre des personnes, des Français en sécurité, en leur accordant des garanties d'assurance, en leur accordant des souscriptions qui répondaient à leurs besoins. Et moi, je dis ici, je travaille avec la Novice, qui est une grande société d'assurance italienne. Lorsqu'il y a eu ce problème d'émergence du coronavirus au départ, il y a eu une convention entre l'État italien, et notre compagnie d'assurance. Et les deux se sont accordés sur des modalités de soutien à la population. Il y a eu, par exemple, je vais donner dans trois catégories précises, quand on internait un patient, il était dédommagé à hauteur allant de 100 à 1000 euros par jour. Et on pouvait l'assister même dans la période de post-internement, parce que là, on lui donnait un forfait de 3000 euros qui essayait un peu d'amortir la pression économique qui sévit en France. Donc, moi, je dis que l'État camerounais a manqué un peu de tact, l'État camerounais a manqué un peu de timing et aussi comment on appelle, ils n'ont pas pu saisir l'occasion pour aller vers les investisseurs, pour aller vers les assureurs et répondre aux problèmes des Camerounais. Voilà, Isaac dit Colombe, vous vivez dans une société où la culture, la souscription aux assurances est avérée, établie, mais chez nous c'est un peu compliqué. Comment faire pour renverser la tendance chez nous? Je vous dis une chose, tout à l'heure j'ai suivi quelqu'un qui parlait des systèmes. Nous avons un système d'assurance diamétralement opposé au système d'assurance du Cameroun, ce n'est pas la même chose. Du point de vue historique, c'est un système d'assurance qui a eu le temps de corriger ses erreurs. Dans l'histoire, le système d'assurance italien est très vieux. Alors, je ne pourrais pas le comparer au système d'assurance camerounais. Par contre, je donnerais un conseil aux assureurs. Parce que comment faut-il amener le public à avoir de la confiance envers les assureurs? Parce que c'est leur travail d'abord. Qu'est-ce qu'ils doivent faire?
ils doivent mettre les Camerounais dans les conditions de faire en sorte que les Camerounais se sentent en sécurité. D'autant plus que j'ai mentionné au départ les affaires, l'image qui a été écornée avec les affaires d'escroquerie en termes d'assurance. Donc nous sommes un pays très jeune en termes d'assurance. Ce qu'il faudrait faire, c'est de mettre les citoyens en condition avec les garanties, et l'État doit non seulement jouer le rôle d'arbitrage, Voilà, on va permettre à Isaac Ndi de se repositionner. Je vous pose la même question, Jonathan. Jonathan, comment faire pour rétablir? Il parle de prise de confiance, sécurité. C'est ça qui fait que les Camerounais soient un tout petit peu réticents à souscrire à une assurance. L'escroquerie, ça a beaucoup rendu le secteur poreux. On s'est dit, et puis les entreprises qui arrivent là, est-ce qu'elles proposent véritablement un système fiable? Or, actuellement, avec la Covid-19, pour relancer la confiance, l'État a un gros rôle. Parce que je veux, pour y apporter plus d'éléments, il y a un élément très important. L'assurance vie permet de refinancer l'économie mieux que le système bancaire classique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les petits épargnants des marchés, ceux qu'on appelle généralement le secteur informel, qui ont la capacité de souscrire à une assurance vie. Et ces assurances-là permettent de dégager plus de capitaux. Et ces personnes peuvent avoir accès même au crédit dans ces sociétés d'assurance. C'est ce qu'on ne dit pas, parce que les gens pensent toujours que l'assurance, ce n'est que le jour où l'individu a un dommage, qu'on lui apporte un soutien. Non, l'assurance peut vous-même vous permettre de vous constituer une épargne, puis de venir bénéficier d'un crédit dans la société d'assurance. Ça, c'est un gros levier pour l'économie camerounaise, avec le secteur formel. Ça doit être une passerelle donc, que l'État doit entretenir. Actuellement, nous avons les cas de Covid-19. Pour redonner la confiance aux citoyens, il faudrait que les personnes qui sont actuellement en situation de lèse puissent être rétablies dans leurs droits. Oui. Qu'on on les indemnise, que l'État trouve un moyen pour que cette équation soit résolue. Et lorsque ce sera résolu, c'est ces personnes qui vont témoigner auprès de leurs amis en leur disant, voilà, c'est mon assurance, c'est l'assurance vie de mon parent qui a permis que je sois en train de bénéficier de cette somme. C'est essentiellement par de tels mécanismes pour l'instant qu'on peut penser à redonner la confiance. Mais si ces gens sont lésés, là, on aura donc des gens qui vont se dire, même si tu as une assurance vie, rien ne dit qu'effectivement, lorsque tu vas être sinistré, il y aura réparation. Alain Djipo, Covid, pandémie, cette pandémie, c'est une espèce de... ça passe ou ça casse pour les assurances, c'est ça? Tout va se jouer à partir d'ici, là, bon, moi, pour la suite? Je m'inscris dans la piste qu'offre Jonathan pour indiquer qu'effectivement, il y a eu comme un malaise entre les Camerounais et le marché des assurances. Figurez-vous, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur que ces sociétés d'entreprise payent régulièrement les sinistres. Il y a un problème de laxisme, il y a un problème d'insolvabilité, il y a même la mauvaise foi caractérisée. Parce que généralement, c'est les plaines. Quelqu'un a été couvert par quelqu'un a souscrit à une assurance. Au moment de la prise en charge, l'assureur est aux abonnés absents. Et ça pose beaucoup de problèmes. Et c'est ça qui crée le désamour. Oui, entre les souscripteurs. Voilà, on prend la direction de Creil, en France, où nous attend Bité de Maison. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, vous êtes courtier d'assurance et banque. C'est bien cela? Vous dites que dans cette... Oui, allez-y. Oui, c'est bien cela. Voilà, vous dites que les assureurs sont dans leur bon droit. Oui, tout à fait. Les assureurs sont dans leur bon droit. Ce que je voudrais d'abord dire aux uns et aux autres, d'ailleurs, d'abord, bonsoir à tous vos téléspectateurs et bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans le monde. Alors, je vous disais que les assureurs sont dans leur bon droit parce qu'il faut savoir que
la matière première de l'assurance, c'est le risque. Alors, c'est un événement malheureux qui arrive sans votre volonté, ni sans la volonté de l'assureur. Et donc, la relation entre un assureur et un assuré est matérialisée par un contrat. Donc, c'est une relation juridique qui est encadrée par des directives communautaires. Alors, sur le Cameroun, je pense que l'association communautaire des assureurs encadre les contrats d'assurance et la catastrophe naturelle ne peut être prise en charge par les assureurs. Vous imaginez bien que en cas de pandémie, comme on a la pandémie actuellement, si vous avez 100 assurés et que vous devez indemniser, puisque c'est le cas, 100 assurés, c'est insupportable. Donc du coup, en France, dans notre législation en France, il y a un fonds qui est alimenté par une prime. Chaque assuré paie plus de la prime de son assurance. Et c'est en cas de catastrophe naturelle, et on puise dans cette prime, dans ce fonds, pour indemniser les clients. Voilà, merci. Je sais pas si vous comprenez. Oui, allez-y, vous voulez terminer, on va revenir à Petite Maison après le journal. Justement, pour indiquer qu'il y a eu cette sorte de désamour entre les souscripteurs et les professionnels des assurances, tout simplement parce qu'on a eu du mal à un moment donné à se voir réparer ces sinistres quand on a fait une souscription propre. Ok, merci. C'est l'heure du journal parce qu'il est déjà en place. Cédric Nouffelé, bonsoir. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons des circonstances de l'assassinat du maire de la ville de Manfé dans la région du sud-ouest. Le gouverneur, dans la version officielle, reconnaît que les autorités sont tombées dans une embuscade tendue par des groupes séparatistes qui prétendaient vouloir déposer les armes. Et c'est là que le maire de Manfé a été abattu à bout portant. Vous suivrez dans ce journal la réaction du gouverneur du Sud-Ouest et ce climat de terreur dans certaines localités dans cette région qui est confrontée à une guerre depuis près de 3 ans et demi. Nous évoquerons également dans le journal de 20h l'insouciance, insouciance relevée des Camerounais où des familles se disputent un corps à la suite du décès de l'homme de l'heure dans une clinique en plein centre-ville de Douala. La clinique suspecte un cas de Covid. La famille s'y est opposée et il y a eu des tensions dans l'air dans la capitale économique. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et la préoccupation reste grande encore. De nombreux Camerounais ont abandonné le port du masque. C'est un constat qui sera fait du côté de Yaoundé dans le journal de 20h. Vous suivrez les politiques se plaindre de la stratégie gouvernementale où il y a peu de sensibilisation de proximité et également une insuffisance de moyens mis en œuvre pour des médecins. Comment réagit le gouvernement? Quelles sont les plaintes des professionnels de santé? Et les maires ne sont pas en reste. Ils estiment que l'initiative du chef de l'État ne prend pas assez en compte leurs préoccupations. Vous suivrez à la fois les maires à Toubouro dans la région du Nord, à l'extrême nord du Cameroun et dans le Noun, les préoccupations des maires au moment où le Cameroun fait face à plus de 2200 cas de Covid-19 enregistrés depuis l'apparition du premier cas en début mars 2020. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Serge Alain. Nous évoquerons également ce soir comment les autres pays africains se mobilisent face à cette pandémie. Il y a un début de déconfinement observé dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et des craintes également exprimées au regard de nombreux cas de décès enregistrés ici et là. Nous en parlerons dans quelques instants. Voilà, c'était là le titre du journal de 20h tout à l'heure avec Cédric Nouffelé. Les détails, c'était le développement dans un instant. Ce sera dans quelques minutes, madame, monsieur. Quant à nous, ici à Douala et également du côté de la diaspora, on vous retrouve après le 20h de Cédric Nouffelé. Ce sera pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Tout à l'heure, dans quelques instants, on va le dire, le 20h de Cédric
nous faisons. Retour sur le plateau qui en soit deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, nous sommes toujours en compagnie sur le plateau, ici à Douala, de Jonathan Batengene et Alain Djipou. Alain Djipou, comment vous avez accueilli cette disparition, je vais faire m'arrêter à ce terme-là, du maire de Manfé? C'est une nouvelle Surtout les conditions. C'est une nouvelle pilule difficile à avaler. Difficile, pourquoi? Qu'est-ce qui pose problème dans sa disparition? La disparition brutale et brusque. Oui. Les circonstances pas totalement élucidées, n'est-ce pas, de cette mort. Parce que quand on a suivi le reportage tout à l'heure, le communiqué du gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay, fait mention d'un assassinat perpétré par des terroristes séparatistes, des terroristes séparatistes. Et donc, un argument qui semble avoir été rapidement balayé par Alegria Legrosi, oui. Qui est représentante de Human Watch, pour indiquer que, en fait, la thèse de l'assassinat perpétré par ces terroristes du Sud-Ouest n'est pas crédible, parce qu'elle a mentionné dans un tweet qu'il s'agirait encore une fois d'un acte de la part des autorités gouvernementales camerounaises. Et donc on est encore une fois... Quel intérêt on a à battre les autorités comme ça, à perpétrer un tel acte vis-à-vis d'un maire élu? N'ayant pas compris de fond en comble l'explication de la représentante de Human Watch, qui, il faut le dire en passant, travaille régulièrement avec des sources, des populations locales dans ces régions. Sûrement, elle s'est abreuvée auprès, n'est-ce pas, de ces sources qui lui ont fait étalage, n'est-ce pas, de ce qui est arrivé à Manfé. Et donc, dans cette affaire, il faut toujours savoir raison garder. Oui. Moi, je dis simplement que c'est une mort, encore une fois, de trop. Ouais. On n'aurait pas dû en arriver là. Même si qu'il s'agisse d'un assassinat. Mais il est clair qu'il s'agit bien d'un assassinat, mais qui a commandité, pour quel motif. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a toute une manipulation de l'opinion, parce que les thèses commencent à s'affronter entre le discours du gouverneur qui impute cet assassinat aux séparatistes et des observateurs qui pensent que c'est encore une fois une bavure qui vient, n'est-ce pas, de l'armée gouvernementale, et donc on ne sait plus finalement à quel sens se vouer. Donc pour tout simplement indiquer que à un moment donné, nous pensions qu'avec l'apparition du Covid-19 oui. Au Cameroun, les armes allaient se taire. On allait observer un cessez-le-feu. Que non. Chaque semaine, il y a toujours le décompte macabre des personnes tuées, des exactions sont commises, malgré le front sanitaire qui nous interpelle. Donc, je pense que encore une fois, le Cameroun est devant ses responsabilités. Le Cameroun fait face à l'histoire. On a finalement la guerre sanitaire qu'il faut gagner absolument. Il y a la guerre sécuritaire. La guerre sécuritaire qui englobe non seulement la lutte contre Boko Haram à l'extrême nord, mais aussi cette crise qui n'aurait même pas dû avoir lieu dans le Nosso. Et c'est pour cela qu'il n'est pas tard pour le gouvernement, parce que le Covid-19 ne peut pas mettre entre parenthèses tous les maux qui minent notre société. Covid-19 veut peut-être nous amener à nous réconcilier avec nous-mêmes, à réviser nos positions. Oui. Si cela est considéré ainsi, j'ai bon espoir donc
on va accepter d'ouvrir véritablement le dialogue dans ce problème politique qui mine la zone du sud-ouest et du nord-ouest. Parce qu'il y a que, à un problème politique, il faut des réponses politiques et non des options militaires qui aujourd'hui démontrent que ce n'est pas ça la clé à la résolution, n'est-ce pas, de l'équation. Voilà, Jonathan Batengene, après la disparition du maire de Batibo, voilà une autre autorité qui disparaît comme ça, de cette façon-ci, là. Est-ce qu'il y a un message derrière? D'abord, il faut transmettre les condoléances à la famille qui certainement actuellement est durement éprouvée. Oui. Et il faut aussi passer un message de condamnation ferme, parce que c'est inacceptable qu'un jeune maire, il n'avait que 34 ans, se retrouve aussi lâchement assassiné dans une mission qui se voulait être pacifique et qui devait ramener de la sérénité, la confiance entre les fils du Cameroun que nous sommes. Maintenant, il y a une question que vous avez posée et qui ramène, quand on regarde, Serge, l'histoire récente de l'assassinat des autorités administratives, même si Madame Allegrozi a des contacts, jusqu'à présent, l'histoire ne lui donne pas raison. Parce que chaque fois qu'une autorité administrative ou bien même un élu du peuple est assassiné dans cette zone, fut-il même de l'opposition, on a vu le défunt Mbandam qui a été attaqué, l'honorable, attaqué, son convoi a été attaqué. On a vu même le chairman qui a été enlevé et sérieusement fouetté malgré son état tout à fait dégradé, de santé tout à fait dégradé. Donc, on a affaire avec certainement des Camerounais qui sont très loin de comprendre que aujourd'hui, la Covid-19 ouvre un nouvel horizon. Au lieu d'être toujours dans la perspective où nous voulons nous diviser, il est temps, nous avons une opportunité de nous retrouver ensemble pour avancer vers un objectif commun. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a vu avec ce que l'OMS a proposé à l'Afrique, les pronostics de l'OMS vis-à-vis de nos pays et qui ne se sont pas réalisés, que les véritables moteurs de la dynamique du changement international, c'est les pays que nous sommes. Et ces pays ne peuvent prendre véritablement leur essor que lorsqu'ils sont réconciliés, ils sont unis. Voilà, on va préciser tout de suite. Hilaria Allegrozi a condamné cet assassinat du maire de Manfé qui, selon elle, aurait été commis par les séparatistes et non l'armée. On va préciser. Cette précision vaut la peine parce que je préférerais m'en tenir si elle l'a fait. Parce que l'histoire jusqu'à présent ne peut pas donner raison à une thèse suivant laquelle c'est l'armée. Quel intérêt l'armée aura attiré puisqu'on est même dans un pays où on accuse l'État d'être affidé au RDPC. Comment est-ce qu'un élu du RDPC aurait été assassiné par une armée qui finalement servirait? Ce serait une contradiction des plus inadmissibles. Mais condamnons cet acte et invitons davantage parce que ces actes sont des actes qui visent simplement à continuer d'attiser les tensions. Au lieu de remonter dans la tension, l'État doit garder la main ouverte et tendre la main à tous nos frères qui sont encore dans la brousse, qui sortent pour qu'on fasse la paix. Voilà, rapidement, avant qu'on prenne la direction de Paris, rapidement, on a vu un chef séparatiste assassiné dans le nord-ouest parce qu'il allait porter le message. Lui, il a déposé les armes, il allait porter le message à ses camarades de lutte. Il a été froidement assassiné. Voilà le maire de Manfé qui est pris dans un guet-apens parce qu'il allait rencontrer ceux-là qui avaient décidé aussi de poser les armes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de sécurisation de ces personnes-là qui vont au contact de ceux-là qui disent qu'ils veulent déposer les armes? Est-ce qu'il ne faut pas renforcer la protection? Je crois que cela va sans dire, Serge Alain. Vous avez bien fait d'évoquer le cas de Bamenda où celui qui avait décidé de déposer les armes a subi les foudres meurtrières, n'est-ce pas, de ses compagnons d'hier, parce qu'il aurait retourné la veste. Aujourd'hui, c'est le maire de Manfé qui va à une mission de bons offices pour essayer il a reçu un coup de fil. Oui, en fait, qu'il les retrouve. Il voulait jouer les facilitateurs, permettre à deux parties
trouver une espèce de cercle de dialogue. Bon, malheureusement, cela n'était pas du goût des terroristes qui l'ont froidement abattu. Et donc, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que cette crise est loin d'être terminée. Donc, il faudrait que les responsables de ce pays le comprennent une bonne fois pour toutes, en décidant de résoudre politiquement cette situation. Parce qu'en fait, il s'agit bien d'un problème politique. Avec maintenant l'entrée en scène des armes, on déplace un peu le curseur vers un champ qui ne devrait pas être le champ, n'est-ce pas, de la violence, le champ des attaques, le champ de l'insécurité. Ouais, rapidement, Jonathan, quelques secondes. Il faut dire que tout ceci intervient, vous l'avez dit ici Serge, dans un cadre où les maires qui sont élus dans ces zones-là, j'ai discuté avec certains d'entre eux, les maires sont actuellement dans une action souterraine qui est véritablement importante. Et ceux-là sont en train de mesurer le poids que cela a dans le processus de réconciliation. C'est pourquoi ils veulent par tous les moyens saboter ce processus. Il faut que ces maires restent déterminés, qu'ils continuent d'entretenir des rapports avec nos frères qui sont en brousse. Il faut qu'ils sortent et qu'ils reviennent. Maintenant, la sécurité, c'est vraiment devenu un impératif dans ce processus. Voilà, nous prenons, madame, monsieur, la direction de Paris où nous attend Jocelyn Penga. Je rappelle qu'il est assureur. Bonsoir, Jocelyn. Jocelyn Penga. Vous m'entendez? Oui, on vous entend nettement mieux cette fois-ci. Vous dites que vous avez eu connaissance, vous avez pris connaissance de cette correspondance de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun au président de l'APECAM. Vous me dites que c'est un document opportuniste et que les assureurs ont profité d'un vide juridique créé par la déclaration de l'OMS. Oui, c'est ma lecture des faits, je m'explique. Alors, la déclaration de l'OMS qui a déclaré le Covid-19 mondial, effectivement, dans la lettre de la loi, les assureurs n'ont pas l'obligation de faire appliquer les garanties. Mais cependant, il y a quand même l'esprit de la loi. Alors, le problème de la pandémie, pourquoi cette pandémie n'est pas assurable? Parce que la pandémie, ça touche tout le monde au même moment et les situations de hospitalisation. Si on a 100 personnes, il faudrait qu'il y ait une ou deux personnes qui soient touchées pour qu'on puisse assurer. Si toutes les 100 personnes sont touchées, on ne peut pas assurer les 100 personnes en même temps. Ça, c'est le principe de la mutualisation. Alors, pourquoi je parle d'opportunisme? C'est qu'aujourd'hui, Dieu merci pour nous au Cameroun, c'est que la pandémie du coronavirus, n'a pas touché, n'a pas été aussi impactant qu'en Europe. Donc, par conséquent, je pense que les conséquences de cette pandémie ne sont pas aussi que ce qui peut paraître, par exemple en Europe. Et donc, les assureurs se retrouvant dans une situation où ils se disent, OK, on a un vide juridique, notamment un vide juridique de fait qui se crée, du fait que la déclaration de l'OMS qui a déclaré que la pandémie, que le coronavirus est une pandémie mondiale, il s'est dit, on va profiter de cet état de fait, on ne peut pas régler les sinistres des assurés. Or, quand on constate aujourd'hui, selon les statistiques officielles du ministère de la Santé, on est à un peu plus de 100 décès liés au coronavirus. Alors, 100 décès sur 2 mois, c'est totalement insignifiant. Donc, moi, je trouve que c'est une position vraiment opportuniste et qui ne va pas arranger l'image des assureurs auprès. Voilà, mais Jocelyn Penga, vous dites que le niveau d'infection officiel ne permet pas de parler d'épidémie à l'échelle du Cameroun. Exactement. Pour moi, je trouve que le niveau d'infection officiel est extrêmement bas. On parle d'épidémie et donc on va jouer cette exclusion de garantie. Donc voilà. Sauf si les assureurs ont d'autres chiffres, auquel cas la position peut être revue à la lecture de ces chiffres. Mais pour l'instant, nous ne disposons que des chiffres officiels. Et selon ces chiffres officiels, pour moi, on ne peut pas déclarer que le Cameroun est dans un état de catastrophe sanitaire
Donc voilà, donc moi la lecture de ce courrier, c'est une lecture vraiment opportuniste de nos assureurs. Jonathan Batenguele, vous voulez réagir à la suite de Jocelyn Petka? Oui, parce que pour lui, il va dans une définition contextuelle, l'épidémie. Mais le coronavirus, ce n'est plus une affaire d'épidémie, c'est une pandémie. Et c'est l'OMS qui a décrété que c'est désormais une pandémie. Or, nous savons ce que c'est que la définition d'une pandémie. Lorsqu'elle touche plusieurs continents, au même moment, la maladie devient une pandémie. Maintenant, il va sur la base de ce que le nombre d'infectés. Mais non, les infectés du corona, ce n'est pas une situation temporelle qui est stable. C'est une situation évolutive. C'est-à-dire que vous pouvez partir. Aujourd'hui, nous n'avons que 2000 cas. C'était la situation de la Chine, des États-Unis il y a peu de temps. Mais vous pouvez partir en très peu de temps de 2000 à 10 000, 100 000, voire 200 000 cas. Ça évolue de manière exponentielle. Mais s'il part sur une lecture très statique, effectivement, il croira qu'il a raison parce que là, on a l'impression que c'est stable, c'est limité là. Et surtout que les épidémiologistes, dans leur raisonnement, intègrent cette approche dynamique de l'infection. Donc, on ne peut pas aller sur les approches stables. Il faut bien intégrer le facteur dynamique. Et c'est même pourquoi, dans la prise en compte même de la réponse qu'on va apporter dans le suivi ou dans l'indemnisation de ces personnes, il faut bien intégrer toutes ces données de la dynamique du corona parce que les morts, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Ça va continuer. Et ils ne vont pas seulement se compter en centaines. On ne doit pas se leurrer. Ce n'est pas parce que le corona n'a pas encore infecté 100 000 personnes au Cameroun à cette période que ça ne se fera pas d'ici la fin d'année. Ça se fera, mais progressivement. C'est cette approche dynamique qu'il faut intégrer dans le facteur. Et lorsque vous intégrez ça maintenant, vous mettez dans vos calculs les éléments qu'il soulève dans l'analyse qui vont permettre d'adapter le produit d'assurance avec la réponse qu'on veut apporter sur le problème de ces personnes. Alain Dupont. Non, je note que pour ma part, je ne sais pas combien de cas il faudrait pour qu'on soit dans la réalité de l'épidémie au Cameroun. Et donc, c'est un peu difficile à concevoir. C'est-à-dire que chaque jour, effectivement, Jonathan a raison, les chiffres grimpent. Et on ne peut pas tout de suite convoquer l'idée selon laquelle la cote d'alerte n'est pas atteinte pour ce qui est du Cameroun, pour penser que le vide juridique serait à usage opportuniste, serait une piste dans laquelle les assureurs sont engouffrés pour arnaquer, si on veut, les souscripteurs. Bon, en fait, moi, comme je l'ai dit depuis le début de cette émission, je crois qu'il revient à l'État de Cameroun d'ouvrir la réflexion pour que chaque partie trouve son compte dans cette affaire. Voilà. Même si aujourd'hui, on s'accorde qu'avec l'OMS, il s'agit bien d'une pandémie, pourtant, la pandémie, selon les directives communautaires et même internationales, n'est pas assurable. Ok. Voilà, on va donc prendre la direction du studio où nous attend déjà Sylvestre Politi-Zango qui marque son retour, ainsi que l'émission 100% foot. Bonsoir Sylvestre. Bonsoir. Pour ce retour, qu'est-ce que vous avez réservé aux férus du ballon rond? Alors, pour ce déconfinement progressif à 100% foot, bien évidemment, nous faisons le point sur comment ces footballeurs et footballeuses vivent cette période de confinement. En Allemagne, on sait par exemple que Pierre Koundé-Malon et les autres joueurs de la Bundesliga vont reprendre l'activité le 15 mai prochain, même si les séances d'entraînement, elles ont bien et bien débuté. D'ailleurs, Pierre Koundé-Malon a affirmé qu'il avait hâte de retrouver les aires de jeu et terminer cette saison en Bundesliga. Nous allons parler de cette initiative de la FIFA qui prévoit justement que lors de cette reprise, pour les pays qui auront décidé de reprendre, elle prévoit provisoirement 5 remplacements et non plus 3 comme cela a été prévu. Mais ça, c'est juste pour préserver la santé des joueurs. Vous savez que beaucoup de techniciens de football l'affirment. Lorsqu'on a passé 2 mois sans faire de la compétition de haut niveau, parce que jouer des matchs, c'est ça la compétition de haut niveau, il faut pratiquement tout reprendre à zéro. Et les joueurs que vous soumettez à 90 minutes de temps de jeu, ça devient pratiquement
douloureux pour leur état physique. C'est pourquoi la FIFA prévoit 5 remplacements. Ça pourra aller jusqu'au mois de décembre de cette année, voire avec une prolongation jusqu'à l'année 2021. Donc tout cela, nous allons parler ce soir dans 100% foot. Nous ferons le point, l'état des lieux du championnat actuel au Cameroun. C'est de moment, on n'a pas encore pris de décision, celle d'arrêter, de continuer ou de déclarer une année blanche. Et pour en parler, nous aurons en plateau François Ngomo, qui cette saison a été tour à tour entraîneur du Dragon de Yaoundé et du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Et en direct de la suite, nous aurons Sylvain Moncam, qui a été préparateur de l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lions-d'Ontable, entre 2012 et 2015. Voilà, c'est donc ça, 100% football. Tout à l'heure, après Equinox Soir, ce sera le retour de Sylvestre Hippolyte Zangaou et 100% football. On va terminer rapidement, quelques secondes, parce qu'on nous indique que dans quelques secondes, 21h. Donc, 30 secondes, rapidement. Ce que nous pouvons souhaiter à toutes ces personnes qui sont encore en attente, c'est que très vite les pouvoirs publics apportent des solutions et qu'elles retrouvent le sourire, vu qu'elles ont déjà été lésées par le cas naturel, la mort de leurs parents. Donc maintenant, il faut qu'on leur redonne le sourire. Ok, voilà, merci Alain Dupou. C'était un plaisir renouvelé de retrouver le plateau après un moment d'éclipse. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir, la première de la semaine. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Toute l'équipe conduite par Séverin Tchouban sera une fois de plus au rendez-vous pour le meilleur. Equinox Soir, une émission d'utilité publique. Bonsoir, Yaoundé.